Donc, je m'appelle Jasper, je suis militant 269 Live France depuis 2016. Sur le petit, donc, vous l'avez été, le petit écriteau là. Maintenant, je me concentrer sur la présentation. Donc, 269 Live France est une association antispéciste non lucrative nationale. Mon rôle dans cette association, c'est d'être organisateur, j'organise une manifestation au nom de la libération animale. 269 Live France vient d'un mouvement international. Ça a commencé en Israël en 2012. On a sauvé un veau dans un élevage laitier qui portait le matricule, donc l'identifiant numérique, de 269, qui trouve le chiffre. Nous sommes une association abolitionniste, c'est-à-dire qu'au centre de notre combat sont les animaux. On revendique un mode de vie vegan, certes, mais notre combat va beaucoup plus loin. C'est un combat politique, parce qu'on parle d'un véritable assassinat de masse, et je vais vous expliquer pourquoi. Avec cette présentation, j'ai deux objectifs. Parler de vous, de spécisme, ce que ça implique, qu'est-ce que c'est comme oppression, pourquoi c'est important, et de parler de vous, de nos modes d'action. Vous expliquer comment nous menons en combat contre cette oppression, de vous expliquer quels sont nos modes de communication. J'aimerais vous parler de deux définitions assez centrales dans notre combat. C'est le spécisme et la sentience. Le spécisme, comme vous le voyez sur l'écran, c'est l'idéologie selon laquelle l'espèce humaine serait supérieure aux autres animaux. Dans cette définition, on remarque déjà deux choses. C'est une idéologie. Souvent, on parle de vegan comme si on imposerait notre idéologie, alors que le fait de massacrer plusieurs milliers de milliards d'animaux innocents, c'est évidemment une idéologie. Deuxièmement, on constate qu'on parle des animaux autres qu'humains. Parce que je rappelle que nous sommes des animaux, au même titre que les chiens, les poules, les poissons, etc. Nous sommes des mammifères, qu'on le veuille ou non. Deuxièmement, on a la sentience. La sentience, c'est quoi? C'est la capacité à ressentir la souffrance, la joie, la peur, etc. À vivre sa vie à la première personne. Mettons à côté cette formulation bien philosophique, bien intello. Précisons qu'est-ce que c'est quand c'est les animaux qui sont conscients, comme vous et moi, qui ressentent des émotions comme les chiens, les poules, les poissons, etc. Ce terme est très important parce que souvent on entend qu'il faut respecter le vivant, qu'il faut s'occuper des êtres sensibles. Sauf que les êtres vivants, ça parle également des plantes, ça parle de la notion de sensible. C'est en écran tactile, il est sensible. Donc c'est pour ça que les mots sont très importants et c'est pour ça qu'on parle de sentience et non de vaguement de tout ce qui est vivant. Alors moi j'ai une méthode que j'apprécie beaucoup pour savoir si quelque chose est spécifique ou pas. Si à la place de la victime on met en humain, est-ce que cet acte, cette activité, ces paroles sont spécifiques? Est-ce qu'elles sont moralement justifiables? Est-ce que c'est juste? J'aimerais vous donner quelques exemples. Supposons que je croise dans la rue une personne, on va le nommer Ellie. Cette personne est d'une autre ethnicité que moi. Cette personne, je me rapproche et je lui tranche la gorge. Parce que la personne de cette ethnicité, franchement, c'est pas dans notre pays, etc. J'aimerais que cette personne ne soit pas en France. On m'accuserait de racisme. Les tribunaux m'accuseraient de meurtre, de actes de haine, et probablement aussi de terrorisme.
ça, ce qu'on appelle le racisme. Supposons maintenant que cette personne est mise. Cette personne n'est pas de notre ethnicité, mais de notre sexe. Je m'approche de Amy et je lui tranche la gorge. Parce que sa place, elle est dans la cuisine, que sais-je. Pareil, on me condamnerait pour féminicide, pour meurtre. Et c'est donc ce qu'on appelle le sexisme. Imaginons maintenant que Amy ne soit ni d'une autre ethnicité, ni d'un autre sexe, Amy est d'une autre espèce. Et, comme vous l'avez deviné, je m'approche de Amy et je lui tranche la gorge. Maintenant, c'est ce qu'on appellerait le spécisme. Probablement, on ne me ferait pas beaucoup de mal. Les tribunaux parleraient peut-être d'un problème d'hygiène publique. Mais si c'est fait dans de bonnes conditions, on appellerait ça un ouvrier d'abattoir ou même un éleveur. Que ça est subventionné par le gouvernement, que ça est subventionné par l'Union européenne, par la politique agricole commune. On appellerait ça une tradition, des valeurs qui viennent de chez nous, etc. Le problème avec cette comparaison, c'est que Amy, ce n'est pas un personnage fictif. Amy est en réalité une personne bien réelle. Amy, c'est le symbole. Amy, c'est le symbole d'un refuge, du sanctuaire animal ici, en Alsace. Amy, c'est une vraie personne qui vit dans ce sanctuaire avec plein d'animaux sauvés, justement de l'abattoir, sauvés du spécisme. Ici, vous avez une photo de Amy, qui vit sa belle vie dans un refuge, loin des coteaux d'abattoir, parce que je rappelle qu'aucun bien-être prétendu ne sauverait aucun animal. Et si on respecte quelqu'un, on ne le tue pas. D'où l'importance de l'antispécisme, d'où l'importance de comprendre la notion du consentement. Par contre, j'ai l'honneur de vous rappeler que toute la famille de Amy nous a rejoint ici au Salon du bien-être animal. Toute la famille de Amy, les frères, les sœurs, les parents, vous pouvez le retrouver aujourd'hui au Salon du bien-être animal à la cantine pour environ 6 €. Vous avez des saucisses à base de cochon. Vous avez également des truffes de cochon qui sont vendues comme une friandise pour les chiens, pourtant tout à fait inutile d'un point de vue nutritionnel. Je m'arrête 2 instants pour vous demander, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, je ne parle pas trop fort, l'accent n'est pas trop insupportable. Formidable. J'aimerais partager avec vous cette citation d'un philosophe, Jérémie Bentham, 18e siècle, et je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. La question n'est pas peut-il raisonner, ni peut-il parler, mais peut-il souffrir. L'intérêt de cette phrase, c'est d'identifier les critères pertinents d'un point de vue moral. On dit souvent que les poules ne savent pas faire des poésies, les cochons ne peuvent pas planifier l'avenir, ce qui est faux. On dit souvent que les poissons ne sont pas intelligents, stupides comme un poisson rouge. Pourtant, l'intelligence, la capacité de planifier, de s'organiser, ce ne sont pas des critères pertinents d'un point de vue moral. Il y a plein d'humains qui ne savent pas faire de la poésie, qui ne savent pas s'organiser, on les appelle les ados. Il y a plein d'humains qui ne savent pas raisonner. Souvent, on appelle de maladies mentaux. Et pourtant, on ne les envoie pas à l'abattoir pour les tuer en masse. Donc, ces capacités ne sont pas des critères pertinents d'un point de vue moral. Mais par contre, souffrir, c'est une capacité bien plus pertinente d'un point de vue moral. Dans notre association, on a des antennes un peu partout en France. Ces antennes sont libres de choisir les sujets qui les intéressent pour dénoncer dans le cadre de l'exploitation animale. On va essayer de faire un peu le tour des pratiques existantes. Vous avez évidemment la fourrure, vous avez l'abandon, donc l'élevage des animaux dits de compagnie qui augmente le nombre d'animaux abandonnés.
Ces chiffres sont de 2016, mais tout à fait d'actualité. Vous avez la chasse, vous avez la corrida, parce que oui, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est interdit de faire souffrir un chien dans le cadre d'un spectacle, mais il est autorisé de faire souffrir un taureau, sauf uniquement dans le cas où c'est fait dans certaines régions, dans une tradition. Donc il y a des exceptions de la loi qui autorisent de la torture. Bienvenue en France, bienvenue dans la République, qui pourtant est censée être unie. On a le delphinarium, n'importe quel zoo d'ailleurs. On a les cirques, parce que je rappelle que les lois de bien-être animal qui a interdit certaines espèces dans les cirques, pas juste des animaux dits sauvages, l'exploitation des chiens, des chameaux, des chevaux est toujours tout à fait autorisé. Vous avez des tests sur les animaux, parce que oui, je rappelle que beaucoup de chiens, entre autres, subissent des tests de tabac de chiens, enfin de tabac de cigarettes. On a l'élevage alimentaire et évidemment la pêche. Le spécisme nictanaire, MER, c'est une expression qui va revenir et vous allez comprendre pourquoi. C'est une véritable catastrophe, la pêche. Donc, comme je disais, dans l'association, on est libre de choisir les sujets qui nous intéressent, mais on demande aux antennes de quand même cibler là où les animaux sont le plus massacrés. Et c'est donc ces deux dernières étapes. Et vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, sur le site de L114, vous avez énormément de chiffres, vous avez des sources. Et si vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver ces informations. Si vous tapez les mots de clé élevage et 214 chiffres, vous allez trouver ces informations. 3 millions d'animaux tués tous les jours en France. 3 millions d'êtres innocents que l'on massacre pour des raisons complètement archaïques, pour des envies gustatives, alors qu'on peut très bien se passer de cet acharnement, de ce massacre. On peut aujourd'hui s'alimenter de façon végétale. Cet assassinat de masse, il est absolument inutile au point de vue nutritionnel. Et je rappelle d'ailleurs que 70% des victimes des élevages et des abattoirs en France, c'est des poules. Et pourtant, quand on s'imagine l'élevage, quand on pense à l'élevage, on pense à des prairies, on pense à des vaches, peut-être aux cochons, peut-être aux moutons. Mais la vaste majorité des victimes des élevages aujourd'hui en France, c'est des oiseaux qui ne verront même pas jamais le ciel. Parce que même les élevages en plein air, c'est les hangars où les poules sont tout simplement pas locales. Au niveau mondial, on estime qu'environ 70 milliards de victimes sont massacrées tous les ans dans les abattoirs. 70 milliards, c'est pas mal. Et pourtant, on estime que c'est environ 3-4% de toutes les victimes de l'exploitation animale dans le monde. Entre 1000 milliards et 3000 milliards d'animaux aquatiques sont tués tous les ans dans les filets de pêche, écrasés, asphyxiés. Beaucoup sont rejetés morts dans l'eau parce que ça ne remplit pas les bons critères, pas la bonne espèce, pas la bonne taille, etc. Pourquoi, vous dites-vous, il y a une telle différence dans les estimations? Tout simplement parce que l'industrie de la pêche ne compte pas les victimes en nombre d'individus, mais en nombre de tonnes. Et ça induit loin la considération des pêcheurs pour leurs victimes. Continuons avec ce chiffre plus récemment. Vous pouvez le trouver sur le site de l'altruisme efficace, où l'on estime, cette traduction de pratique va vous le passer, désolé c'est la faute. On estime qu'environ 25 000 milliards de crevettes sont massacrées tous les ans au niveau mondial. 25 000 milliards. Moi, personnellement, j'ai du mal à m'imaginer ce que c'est 1 milliard, 25 000 milliards, c'est encore plus. Et si on parle du principe que ces êtres sont des êtres sentients, donc qui sont conscients de leur vie, de leur existence, de leur volonté de vivre, qui ressentent des émotions, je rappelle que l'une des pratiques pour faire croître les crevettes, c'est de les arracher les yeux.
Si on met cela en perspective avec le nombre d'étoiles dans la Voie lactée, si vous allez sur un site qui s'appelle space.com, vous trouvez la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne qui estime qu'entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles sont présentes aujourd'hui dans la Voie lactée. Jusqu'à 400 milliards, on peut le comparer avec les 25 000 milliards de crevettes tuées au niveau mondial chaque année. On tue plus d'animaux tous les ans qu'il y a des étoiles dans la Voie lactée. Continuons avec cette mise en perspective. Évidemment, c'est une mise en perspective et non pas une espèce de minimisation, mais sur le site Notre Monde en données, un site de statistiques extraordinaire que je vous invite à découvrir, vous pouvez trouver le nombre de combattants ayant été massacrés dans le monde, dans toutes les guerres, depuis le début du 19e siècle. On estime que 37 millions de personnes, de combattants, pas de civils, mais de combattants ont été tués depuis le début du 19e siècle et puis dans toutes les guerres du monde. Et ça, on peut le comparer avec les 3 millions d'animaux tués tous les jours dans les abattoirs en France. Prenons un moment pour méditer sur cette belle parole. La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un million d'hommes est une statistique. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée d'où ça vient? Qui aurait pu sortir de si belles phrases? Churchill. Cette citation a été transmise à vous par notre joyeux ami Joseph Staline. Le combat de notre association, c'est d'élargir le champ d'empathie de chacun et chacune. Notre combat, c'est d'agrandir la notion de justice pour inclure d'autres victimes que juste les hommes en H minuscule, parce que visiblement, les femmes, on s'en fout. La mort d'un être est une tragédie. La mort d'un million d'êtres est une statistique. Avec une simple reformulation, on peut agrandir notre notion de l'empathie. Tout est possible, le changement est possible. J'aimerais passer très rapidement sur, pareil, le même site de statistiques, de la surface terrestre nécessaire pour nourrir le monde à travers l'élevage. On va faire vite. Aujourd'hui, cette graphique, je vous traduis, ce graphique vous explique par quoi est occupée la surface terrestre dans le monde. Vous avez ici les forêts, vous avez les glaciers, vous avez un tout petit million de mètres carrés pour les villes, les villages et les infrastructures eux-mêmes. Vous avez 10 millions de mètres carrés pour les cultures excluant l'élevage, ce qui représente à peu près la même surface terrestre que la Chine. La surface terrestre dans le monde nécessaire pour nourrir l'humanité à travers l'élevage, c'est à peu près la même surface que les 3 Amériques. Aujourd'hui, on a rempli la Terre avec des élevages, avec des pâturages, avec des cultures destinées à nourrir les victimes de l'élevage, avec la même surface que l'Amérique nord, sud et centrale. Voilà pourquoi l'élevage, ce n'est pas une simple question d'habitude alimentaire, ça occupe véritablement toute la Terre. Donc la prochaine personne qui me dit qu'on ne peut pas nourrir tout le monde avec une alimentation végétale, visiblement, c'est le contraire, c'est l'élevage qui occupe toute la Terre. Les cultures destinées à la bétail représentent 80% de toutes les terres agricoles du monde, alors qu'elles ne fournissent que 17% des calories mondiales. Voilà pourquoi l'élevage est une catastrophe écologique, mais passons, ce n'est pas le sujet de cette présentation. J'aimerais vous présenter ici des photos de nos manifestations. Ici, vous avez une photo de la journée mondiale pour la fin du spécisme en 2022-2023. On a fait exprès de visibiliser combien le spécisme empêche les parents à raconter la vérité aux enfants. Combien on nourrit les enfants avec un mensonge sur la violence.
Dans cette mise en scène, on a fait exprès de pointer les gens de doigt littéralement. On n'est pas là pour dire que les gens, vous êtes des personnes malveillantes, mais on est là pour tenir les gens responsables de leurs actes et les conséquences qui en découlent. Pour vous qui ne voyez pas le diapo, je vous décris la situation. Vous avez un parent dont la bouche est cachée, est bouchée par le spécisme, par un drapeau spéciste. Vous avez cette même parent qui tient en pancarte disant « Je nourris mon enfant par la violence ». Pour cette mise en scène, on s'est amusé à transformer ce slogan bien connu. Les produits laitiers sont les ennemis de la vie. Pour cette mise en scène, je fais le tour de notre quartier des poubelles de tri, qu'on a couvert avec le faux sang, sa maison, pour bien rendre visible combien c'est bricolé, c'est pas que de pizza. Derrière, il y a des vies, il y a des personnes, il y a un assassinat de masse de plus de 3 millions de victimes tous les jours en France. Bon, juste pour vous expliquer, à Emmaüs se trouvent toutes des collections des assiettes avec ce boucher qui chasse un cochon avec des différents dessins. Ce qui visiblement est une expression extrêmement spécifique mais qui est banalisée au point d'être vendue dans un magasin d'occasion, ce qui visiblement ne dérange personne. J'ai hésité à acheter des assiettes juste pour les casser. Finalement, on se sert pour dénoncer cet assassinat de masse. Voilà à quoi ça peut ressembler pendant la manifestation. Pendant la manifestation, vous avez quelques centaines de personnes qui se sont retrouvées pour écouter le discours, pour regarder nos pancartes, pour lire nos tracts. Et vous avez toujours pendant la manifestation ce moment où les gens s'arrêtent et se posent la question, je l'espère, peut-être pour la première fois de leur vie. Est-ce que c'est moralement juste de tuer quelqu'un qui veut vivre? Et si vous devez bien retenir une chose de cette présentation, j'aimerais que vous reteniez cette phrase. Est-ce que c'est moralement juste de tuer quelqu'un qui veut vivre? Vous pouvez le répéter avec moi, comme ça vous le retenez bien. Est-ce que c'est moralement juste de tuer quelqu'un qui veut vivre? Merci. Et cette photo, je l'apprécie beaucoup. Pour vous qui ne voyez pas la diapo, je vous l'explique. Donc vous avez un miroir qui pose la question suivante. Qui nourrit son enfant par la violence? Et dans l'image d'un miroir, vous avez un parent avec des poussettes qui a l'air de se poser bien de questions. Je passe rapidement sur cette manifestation. C'était pour le week-end de Pâques il y a quelques années. On a repris cette fameuse phrase « Tu ne tueras point ». Tu ne tueras point n'importe quelle victime. La Bible ne dit pas laquelle. Je vous laisse imaginer la réaction de certaines personnes bien religieuses. Et juste pour clarifier, on a choisi de dénoncer ce massacre religieux tout simplement parce que le christianisme, c'est la religion majoritaire en France. On nous demande toujours pourquoi vous ne dénoncez pas les musulmans, pourquoi vous ne dénoncez pas les juifs. Déjà, on le fait, mais surtout, les gens qui nous posent ces questions souvent participent à ce massacre religieux qui est beaucoup plus important que ce que font les religions minoritaires. Donc ici, vous voyez Jésus plein de faux sang. Et pour vous qui vous souciez de l'hygiène publique, je vous rassure, ça part avec un peu d'eau et un peu de pluie. C'est de colorant rouge et un peu de fécule de maïs. Végétal. Quand je commençais à faire des manifestations, je voyais énormément de parents qui cachaient les yeux de leurs enfants, comme je l'ai expliqué plus tôt. Le spécisme cache la vérité aux enfants. De plus en plus, fort heureusement, on a de plus en plus de parents qui se posent, qui expliquent, parce que les enfants, ils comprennent bien plus que ce qu'on le croit. Les enfants, ils comprennent à partir du moment où on leur donne des éléments leur permettant de comprendre. À notre stand, aujourd'hui, vous pouvez trouver un tract qui est le fruit de vulgarisation de toutes les campagnes d'environ 1 an et demi, 2 ans que nous avons fait sur la sélection génétique. C'est quoi la sélection génétique?
disons que quand on le pratique sur les humains, on appelle ça de l'eugénisme et c'est extrêmement illégal. C'est l'amélioration de la race. Et à un moment donné, nous sommes tombés sur des images d'archives dans l'INA, en documentaire qui s'appelle Sauver le bœuf. Dans ce documentaire, un journaliste pose des questions à Raymond Frédéric, zootechnicien et ancien directeur de l'INRA, aujourd'hui l'INRAE. L'INRAE est une organisation gouvernementale française dont le but, entre autres, c'est d'augmenter la productivité des victimes du spécisme. Autrement dit, rendre la vache plus performante, rendre les poules plus performantes, de faire prendre plus d'œufs, etc. Des gens comme Hitler auraient pu faire ceci. C'est la phrase où il reconnaît qu'effectivement, le projet hitlérien, c'était l'amélioration de la race. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éleveurs dans l'équipe Hitler. Il y a tout un sujet à découvrir là-dessus. Il y a beaucoup de documentation, notamment dans le livre L'éternel Treblinka. Par exemple, ce matin, je suis allé sur le site de CIWFR où il s'explique qu'une vache laitière produit aujourd'hui en moyenne de 28 litres de lait par jour sur une période de lactation de 10 mois. Durant le pic de lactation, les vaches peuvent produire jusqu'à 60 litres de lait par jour. 60 litres de lait par jour, alors qu'un veau, a priori, n'a besoin d'une dizaine de litres de lait. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, pardon, je vais pas la voir. Sur le site de Kim Holstein, par exemple, vous pouvez trouver ces informations où on voit où ils se vantent d'avoir réussi en 20 ans, grâce à la merveilleuse modification génétique, d'avoir augmenté la productivité des vaches de plus de 2000 kilos de lait par lactation. 2000 litres de lait par plus dans une production de 10 mois, une production étant déjà élevée. Pour vous donner quelques exemples de sélection génétique, vous avez ici une entreprise qui se vante beaucoup. Vous avez Topix Noordsvin, c'est les Néerlandais combinés avec les Danois ou les Norvégiens, je ne sais plus, qui se vante d'être la meilleure société génétique porcine, la plus innovante du monde. Sur leur site, on n'a pas besoin d'être charlatan pour trouver ces informations, sur leur site, vous pouvez trouver toute une liste de leur race hybride. Vous pouvez voir que le Vera hybride est 100% stress négatif. 100% stress négatif, évidemment, au nom du bien-être animal. Le TN Trax combine un fort rendement de carcasse, une bonne consommation et une croissance rapide. Même mieux. Le TN Trax apporte la vigueur au porcelet à la naissance pour améliorer les conditions de travail et réduire les pertes de porcelet. Et je vous donne un petit spoiler, la perte de porcelet, ce n'est pas le porcelet qui s'égare dans l'élevage. C'est les porcelets qui sinon meurent parce qu'on a mis en place des mères qui font tellement de bébés, que ces bébés ne sont même pas viables. Voilà la réalité de l'élevage aujourd'hui. Sachant que tous les élevages du monde reposent sur la sélection génétique d'une manière ou d'une autre. Vous avez une ostéopathe dans la salle qui peut vous parler des conséquences de la sélection génétique et des croisements d'espèces qui, des fois, sont mortels pour les mères. Cette banalisation, d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, cette banalisation du spécisme, de l'élevage, nous donne ça par exemple. On l'appelle l'inséminateur d'Instagram, de Twitter, pardon. L'inséminateur de Twitter qui se met en avant régulièrement, tout fier de pratiquer son métier de mutilation génétique. Nous avons choisi pour la fête de l'air, il y a quelques années, de mettre en place
une manifestation en même temps que le tract pour rendre visible la mutilation génétique. Nous travaillons donc de manière théâtrale ces mises en scène et cette inversion de rôle. Ici, vous avez donc un éleveur vache qui a un plan de mutilation génétique, de croisement, etc., avec un enfant humain dans une cage. Pour vous expliquer le processus, vous avez donc les pures races tout au long de l'échelle. L'éleveur va prendre son catalogue, regarder quelles sont les caractéristiques génétiques qui m'intéressent. Ces caractéristiques génétiques, on va les croiser donc avec les femelles dans le troupeau existant. Ce sont les multiplicateurs pour ensuite exploiter le produit final. Le produit final, dans le cas des élevages de vaches par exemple, c'est donc la femelle ou le mâle que l'on va engraisser, exploiter et envoyer à l'abattoir. Si jamais vous entendez parler des éleveurs naisseurs-engraisseurs, ce sont donc des éleveurs qui font les deux choses. C'est-à-dire, naisseurs, je produis les hybrides et je les exploite. Vous avez par exemple des éleveurs des oiseaux qui sont souvent que des engraisseurs qui reçoivent des caisses avec des œufs ou avec des poussins. Donc ils ne font pas de naissage, ils font uniquement l'engraissement et l'exploitation. Dans cette mise en scène, on a donc une mère enchaînée, pleine de sang, qui se fait malmener, qui se fait, comme vous pouvez le voir, bien malmener, de la part des éleveurs qui préparent une assignation tout à fait banale dans leur métier. Quand on fait cette manifestation, c'est bien animé comme vous pouvez le voir. Le but, évidemment, c'est d'attirer l'attention des gens qui passent dans la rue. Quand on sort de chez soi, rarement on se dit « Tiens, je vais aller à une manifestation antispéciste qui va me pousser à me remettre en question. » Notre but, c'est d'imposer la réalité des victimes dans l'espace public. Notre but, c'est de pousser les gens qui n'ont pas envie de se remettre en question à quand même se remettre en question. Le but, c'est également d'attirer l'attention de la presse. Pour ça, il faut innover, il faut être toujours plus spectaculaire. Et là, vous avez un exemple, je ne veux pas vous donner tout l'article. Le type de réaction de la part de la presse qu'on peut avoir. Autre manifestation, c'est la journée mondiale pour la fin de la pêche en 2021. On a mis en scène cette pratique absolument absurde de la part de pêcheurs de loisirs qui se mettent en scène avec le victime. Dans cette mise en scène, vous avez deux militants habillés en victime poisson et deux militants habillés en pêcheurs. Si vous ne connaissez pas le pratique du no-kill, par ailleurs fortement interdit dans beaucoup de pays d'Europe, le principe du no-kill, c'est donc de prendre un poisson, de le sortir de l'eau et de le relâcher dans l'eau, vivant ou pas. Ça, c'est juste notre perspective. Si on se met à la place de la victime, imaginez-vous le croquer sur ce que vous croyez être de la nourriture. Imaginez de se faire tirer en dehors de son environnement naturel. Imaginez de vous battre de toute votre force et de quand même vous retrouver à l'air libre, en train de suffoquer, se retrouver dans les bras d'un être que vous ne connaissez pas, qui vous prend en photo, vous ne savez pas pourquoi, et qui ensuite vous relâche dans l'eau. Vous êtes épuisé et vous avez un énorme trou dans la bouche. Vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas fuir les prédateurs. Combien même vous êtes relâché vivant, vous risquez de mourir soit d'une infection, soit d'épuisement, soit d'un prédateur pour lequel vous êtes en proie très facile. Comme je disais, toujours dans la manifestation, il y a ce moment où les enfants se rapprochent, où les enfants commencent à se poser la question, probablement pour la première fois de leur vie, est-ce que c'est moralement juste de tuer quelqu'un qui veut vivre? Ces enfants, on les accompagne évidemment, on leur explique qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, et bien souvent, ils sont beaucoup moins choqués que beaucoup d'adultes. Bien souvent, c'est les adultes qui ont le moins de facilité à comprendre, à intégrer ces nouveaux concepts. Ici, vous avez donc
une photo de la pièce centrale de la mise en scène. Vous imaginez que sur le côté, vous avez une vingtaine de manifestants en train de porter des pancartes, des banderoles. Quelqu'un est en train de tenir un discours, quelqu'un est en train de, plusieurs personnes sont en train de faire des tracts, distribuer des tracts, pardon. Quelqu'un tient probablement aussi une stand d'information. Sur cette photo, vous avez une autre manifestation devant le Palais de la Justice pour la Journée internationale pour les droits des animaux. Vous avez donc la justice habillée de sa robe blanche, couverte de sang. Le 10 décembre, c'est la journée mondiale pour le droit de l'homme. Cette même journée, c'est la journée internationale pour le droit des animaux, où nous rappelons l'hypocrisie de limiter sa notion de la justice à l'humain. Autre manifestation, vous savez ici, Cindy a participé. En 2019, au Salon international de l'agriculture, autrement dit l'agriculture, à Paris, moi et plusieurs autres militants à Strasbourg, on est allé faire une manifestation devant le stand d'Interbev. Interbev, c'est le plus grand lobby de la viande en France. Interbev a adopté en 2019 comme nouveau slogan « Aimez la viande, mangez-en moins, mangez-en mieux ». Évidemment, le lobby de la viande n'a aucun intérêt que vous consommiez moins de viande. Évidemment, l'intérêt du lobby, c'est que vous consommez encore plus de viande, mais avec une meilleure conscience. C'est pourquoi nous sommes allés faire une manifestation et expliquer que même le flexitarisme, c'est un assassinat. Je rappelle ma méthode pour savoir si quelque chose est spécifique ou pas. Imaginez-vous si à la place des victimes on mettait un humain. Imaginez-vous que je tue un humain un peu de temps en temps, une fois par semaine. Je ne suis pas un flexi-meurtrier, je suis un meurtrier. Si je suis un pédocriminel et je viole un enfant, je ne suis pas un flexi-pédocriminel, je suis un pédocriminel tout court. C'est pourquoi un assassinat reste toujours un assassinat. Et pour expliquer cette photo, que vous voyez, ce sont des taureaux qui sont attachés tout au long du salon international de l'agriculture à Paris. Évidemment, comme le monde drogué, parce que sinon ils ne supporteraient pas tout le bruit, toutes les odeurs, et à rester attachés pendant toute une semaine. Pour la petite histoire, pour le déloger de cette manifestation, ils ont détaché les taureaux, ils nous ont poussé. Ils ont poussé le taureau pour nous pousser à l'extérieur. Une autre manifestation. Pour la journée mondiale pour la femme de la pêche en 2019, nous avons organisé probablement notre action la plus choquante, la plus marquante. Encore une fois, vous voyez cette fameuse pancarte, le spécisme médic ta mère. Je passais environ 8 mois à trouver un passeur qui était prêt à assister à notre manifestation. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ça a bien marqué les gens et ça a bien marqué les médias. Notre but, c'était de mettre en scène la violence que représentent les hameçons ou les poissons. Nous étions 4 à nous faire hameçonner sur la place publique, le place Kléber ici à Strasbourg. Et ça a plutôt bien fonctionné, fort heureusement. Pour la petite anecdote, ça ne fait pas aussi mal que ça n'a l'air. Nous avons eu un relais médiatique grâce à l'AFP. L'AFP a été présent et on a eu une couverture médiatique en presque tous les journaux de France, même à l'international. Ici, le Figaro, le Parisien et vos préférés, Chasse-Passion. Chasse-Passion qui explique un événement insolite, aussi insolite que stupide. Une photo. Mais ils ont parlé de la pêche, dénoncé ce qui n'a probablement jamais été fait sur le site de Chasse-Passion avant. On va faire un petit tour de la publicité du bien-être animal pour rappeler combien cette notion de bien-être animal est fourre-tout. Combien cette notion de bien-être animal n'a jamais sauvé qui que ce soit. Le bien-être animal n'a jamais empêché
victime de se faire égorger dans un abattoir. Le bien-être animal à la pro. Merci beaucoup. Les biens éleveurs, sans doute les cochons que vous voyez dans les saucisses ici à la cantine, ont été égorgés avec des couteaux bio, avec des éleveurs qui le chuchotent quelque chose de bien gentil dans l'oreille en même temps. Vous avez même des grandes associations dites écologiques, avec des grands guillemets, qui vont labelliser la charcuterie bio, évidemment, même le label bio, bien-être animal, Nutri-Score bien-être animal, label rouge, ces stickers n'ont jamais sauvé qui que ce soit. Ici, vous avez quelques exemples des jeux de mots bien sympas, des euphémismes bien de chez nous, qui évidemment impliquent la mort de millions de victimes innocentes. Les visuels que vous voyez, ce sont des affiches que nous tenons dans la rue. Encore une fois, on rappelle que le bio n'a jamais sauvé qui que ce soit. Nous rappelons donc que c'est l'élevage qui tue. Ce n'est pas l'élevage méchant que vous voyez dans les infos. Ce n'est pas l'élevage mauvais, le mauvais élève. Ce n'est pas l'élevage de mille veaux qui est méchant, qui tue. Tous les élevages tuent. Toutes les victimes des élevages finissent par être soit tuées sur place, morts par une maladie ou envoyés dans un abattoir. Sauf les quelques individus, et très rares, qui sont sauvés dans le refuge comme Kenny le cochon. Et nous rappelons que ce n'est pas seulement à Yula, en Chine ou au Japon, où l'on tue des animaux avec une injustice atroce. Ce n'est pas seulement à l'autre bout du monde que les gens méchants tuent les animaux innocents de manière parfaitement inutile. C'est également ici en France, où en plus on prétend de le faire avec du respect. Malheureusement, il n'existe pas de meurtre éthique. À partir du moment où un être veut vivre et qu'on discrimine sa volonté de vivre, ça s'appelle du spécisme, ça s'appelle un meurtre. Et aucune tradition, aucune prétendue normalité, aucune prétendue tradition, naturalité, religion peut justifier cet assassinat de masse. Pour terminer sur un point un peu plus léger, on a évidemment déjà entendu pas mal de contre-arguments. On nous accuse souvent d'être des extrémistes. On nous demande où est-ce qu'on trouve nos protéines. On a le masculiniste qui prétend qu'il faut avoir de la viande pour avoir une grosse bite. On nous demande mais qu'est-ce que vous faites avec les moustiques. Et comme je disais tout à l'heure, comment produire assez de végétaux, et pourtant c'est l'élevage qui occupe presque la même surface terrestre que les trois Amériques. Pour terminer, je vous partage également cette citation de Martin Luther King, aujourd'hui vu comme une véritable icône des mouvements sociaux. Nous avons la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Aujourd'hui, l'élevage est légal. Et pourtant, dans le passé, la colonisation était légale. L'Holocauste, le Shoah était légal. L'esclavage était légal. La légalité est affaire de pouvoir et non de justice. Je vous demande donc de bien vous demander où se situe l'extrémisme. Quand nous avons le choix entre massacrer ou ne pas massacrer, quand nous avons le choix entre tuer et ne pas tuer, quand nous avons la possibilité de choisir aujourd'hui dans un supermarché aujourd'hui en France, la possibilité de choisir entre un steak végétal et un steak meurtrière, nous avons l'obligation morale de ne pas tuer, de choisir le végétal. Merci, c'est tout pour moi. Bonjour.